le bourreau de Nantes Jean-Baptiste Carrier. Un nom qui divise les historiens depuis plus de 2 siècles. Pour les uns, il incarne l'excès tragique de la terreur révolutionnaire. Pour les autres, il est l'homme à qui la République a confié une mission impossible, écraser une insurrection. Dans un contexte de guerre civile, de trahison, de peur et de haine. À Nantes, en 1793, Carrier devient à la fois juge, bourreau et exécutant d'un pouvoir central prêt à tout pour survivre. Mais que savons-nous réellement de cet homme? Était-il un monstre, un zélé exécutant ou un stratège implacable dans un contexte sans issue? Aujourd'hui, dans cette capsule, l'histoire éclaire revient sur la vie, les actes et la chute de Jean-Baptiste Carrier, avec rigueur, sans simplisme et surtout sans jugement politique. Chapitre 1. Une jeunesse de province. Jean-Baptiste Carrier naît en 1756 à Yolet, près d'Aurillac, dans le Cantal. Issu d'une famille modeste de notaires, il étudie le droit et s'installe comme avocat à Aurillac. Il n'est pas un grand tribun, ni une figure populaire de la Révolution comme Danton ou Robespierre, mais il s'engage dans la politique locale avec une rigueur dure, austère, réputé pour son sérieux et son sens du devoir. En 1792, il est élu député suppléant à la Convention nationale, représentant du département du Cantal. À Paris, il reste en retrait, mais vote la mort du roi sans appel ni sursis. Il n'a rien d'un illuminé, mais son profil discipliné plaît aux montagnards, qui cherchent des hommes solides pour appliquer les décrets dans les régions en crise. Chapitre 2. Le contexte d'une guerre civile. La France est en guerre sur tous les fronts, contre l'Europe monarchique, contre les fédéralistes, et surtout, contre la Vendée. Cette région de l'Ouest s'est soulevée en mars 1793 contre la conscription obligatoire. Très catholique, royaliste, rurale, elle rejette la révolution parisienne. C'est une guerre civile d'une brutalité extrême. Les républicains sont assassinés. Les représentants de l'État sont mutilés. Les colonnes de bleu brûlent des villages. Personne ne fait de quartier. La Convention envoie Carrier à Nantes à l'automne 1893. Officiellement, pour rétablir l'ordre. Officieusement, pour faire peur. Chapitre 3. L'arrivée à Nantes et le tournant. Carrier arrive dans une ville à genoux. Des milliers de prisonniers, vendéens entassés dans les prisons. Une population exsangue et une administration locale paralysée. Il est nommé représentant en mission. Une fonction qui lui donne les pleins pouvoirs dans l'Ouest. Son objectif, stabiliser Nantes, prévenir une reprise des insurgés et faire un exemple. Mais très vite, les prisons débordent. Les jugements sont trop lents. Les accusations s'accumulent. Carrier fait alors appel à des commissions militaires, puis à des exécutions de masse. C'est là que commence ce que l'histoire retiendra comme les noyades de Nantes. Chapitre 4. Les noyades de Nantes. Entre novembre 1793 et février 1794, des centaines, peut-être des milliers de prisonniers, hommes, femmes, enfants, sont attachés par dizaines, entassés dans des bateaux à fond plat et jetés dans la Loire. La scène se répète la nuit en silence. On attache les prisonniers par 2 ou 3. On leur lie les mains. On ouvre une trappe ou on perce le fond du bateau. Ils coulent. Les chiffres varient. Certains parlent de 1800 noyés. D'autres évoquent 4000 voire plus. Ces exécutions, que Carrier nomme cyniquement
des baptêmes républicains, sont justifiés par l'urgence judiciaire. Trop de prisonniers, pas assez de temps. Mais ce sont aussi des actes de terreur, envoyés comme un signal à Paris. Le pouvoir tient la ville. Chapitre 5. Une mission politique. Certains historiens estimant que Carrier ne fait qu'appliquer les ordres de la Convention. D'autres avancent qu'il dépasse clairement le cadre. La vérité est probablement entre les deux. Il est probable que la Convention ait fermé les yeux sur les méthodes, tant que Nantes restait sous contrôle. Mais Carrier va plus loin. Il crée des tribunaux d'exception, fait arrêter des suspects sans preuve, désigne des ennemis du peuple, selon des listes floues. L'administration municipale est terrorisée. Même les jacobins locaux s'inquiètent de ces méthodes. Il justifie tout cela par la guerre, par l'insécurité, par la vengeance des Vendéens. Mais en février 1794, les dénonciations remontent jusqu'à Paris. Chapitre 6. La chute et le procès. En avril 1794, Carrier est rappelé à Paris. Il pense rentrer comme un héros, mais la terreur touche à sa fin. Robespierre tombe en juillet, et avec lui, beaucoup de ses soutiens. En septembre 1794, la Convention le suspend. En octobre, il tombe aux mains de la justice. Son procès s'ouvre en novembre. Il nie tout, accuse les autres, dit avoir obéi. Mais les témoignages sont accablants. On parle de torture, de femmes enceintes noyées, de pillages organisés. Le 16 décembre 1794, Jean-Baptiste Carrier est guillotiné à Paris. Il n'a que 38 ans. Chapitre 7. L'héritage ambigu. Jean-Baptiste Carrier reste une figure énigmatique. Pour certains, c'est le symbole de l'État révolutionnaire devenu fou. Pour d'autres, un homme broyé par une mission impossible. Il n'était pas seul. D'autres représentants en mission ont commis des actes similaires à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. Mais son nom, lié aux noyades, est resté gravé dans l'imaginaire collectif. Il incarne une question essentielle. Jusqu'où peut-on aller au nom de l'ordre républicain? Où s'arrête l'application de la loi? Où commence la barbarie? Des questions qui résonnent encore aujourd'hui. Conclusion. Jean-Baptiste Carrier n'est pas un personnage simple. Il n'était pas fou, pas sadique, pas innocent non plus. Il est le produit d'une époque extrême, où l'idéalisme se fracasse sur la peur, la guerre et la haine. Dans les prochaines vidéos de l'Histoire éclair, on parlera justement de cette guerre, volontairement ou involontairement oubliée. Les guerres de Vendée, un conflit fratricide entre révolutionnaires et insurgés, entre deux France. Merci d'avoir regardé cette capsule. Abonne-toi, mets un like, partage la chaîne et active la cloche pour éclairer les zones d'ombre de notre histoire et découvrir des personnages moins connus, controversés ou que l'histoire a voulu oublier.